déjà, je voudrais remercier Conto, chez qui on est quand même pas mal, chez Conto. Hein. On est bien placé dans Paris, dans le 9e, et puis en plus, c'est un beau bureau. Donc voilà, on a beaucoup de chance. Moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir Conto, je vous le redis, mais dans mes sponsors, dans mes partenaires depuis assez longtemps. Et j'en suis très content, et sincèrement très content. On en parlait presque avec amour en préparant tout à l'heure cet événement. Sachant que toi, tu es passé aussi chez Conto, hein, tu vas nous raconter un moment. Voilà, on va parler ce soir d'automatisation à l'extrême, ou d'automatisation des finances. Qu'est-ce qu'il faut faire au minimum? Je considérerais qu'on a fait un bon événement si vous avez à la fin une sorte de playbook sur lequel vous vous dites ok, je sais ce que je fais pas, ce que je devrais faire, ce que je pourrais faire, je connais de nouveaux outils, je vois jusqu'où je pourrais aller, je vois jusqu'où je ne devrais pas aller peut-être. Et voilà, donc c'est avec Christopher qu'on va pouvoir commencer. Bonsoir à tous. Christopher qui se trouve être un de mes associés dans Orso Media. Orso Media est un label de podcasteurs. On a 27 podcasts aujourd'hui, je crois. C'est ça, on a 27 podcasts en gestion, tous dans les univers de l'entreprise, des finances perso et de l'innovation. Donc ma présence ici, vous allez le comprendre, mais c'est vrai que 27 podcasts, c'est beaucoup de clients, de prestataires. Les podcasteurs sont à la fois nos clients, nos partenaires, donc beaucoup de flux financiers à gérer à droite à gauche. Donc on a automatisé pas mal de choses. Ouais, beaucoup d'idées là-dessus. On a Antoine Weimar. Salut Antoine. Bonsoir. Toi, tu es le directeur financier de Tom et Josette. C'est ça, j'ai rejoint Tom et Josette en septembre 2021 en tant que directeur financier. Tom et Josette, c'est le premier réseau de micro-crèches intergénérationnelles, des micro-crèches qu'on installe au cœur des endroits où vivent nos aînés, comme les EHPAD ou les résidences seniors, avec l'ambition de vraiment créer du lien au quotidien entre nos aînés et nos plus jeunes enfants. Voilà, le métier des crèches, c'est pas un métier qui est forcément très digitalisé, mais en fait chez Tom et Josette, on a des grosses ambitions de croissance pour que vraiment l'intergénérationnel rayonne partout en France. Et donc pour nous, optimiser nos processus, c'est vraiment nos objectifs au quotidien sur la partie administrative et financière. Voilà. Et puis Shubham Sharma, je suis ravi de t'avoir aussi. C'est la première fois qu'on a cette occasion de discuter. On s'est croisés quelques fois au bureau, mais voilà, moi je suis aussi tes contenus. Voilà, tu es un expert du no-code, un créateur de contenu, un gros geekos. Un gros geekos. Je pense qu'on peut commencer par ça. J'ai toujours un petit peu automatisé. J'ai un parcours de développeur, donc on va dire à l'époque je m'y prenais par le code pour automatiser des choses. Et très récemment, je dirais, il y a un nouveau mouvement du no-code qui est arrivé, que plein de boîtes ont adopté. Et du coup, on automatise aujourd'hui avec du no-code. Donc, c'est vrai que je crée du contenu, je fais pas mal de formations et du consulting à côté. Et je vais peut-être avoir un avis biaisé, mais c'est vrai que j'étais product manager chez Conto sur les parties API et no-code. Donc, il est fort probable que je vous en parle. Voilà, tout simplement. Mais c'est aussi une des choses qu'on découvre et qu'on peut voir. Je vous parlais, moi, d'une des choses qui avait changé ma vie à un moment, qui était juste la vision quotidienne de ma trésorerie. Alors, c'est des petites choses qu'on cumule, hein, mais de ne pas avoir à me connecter à 3 banques, parce on a 3 banques chez Cosa Vostra, pour aller chercher, avec certaines qui sont faciles pour se connecter, d'autres, il n'y a quand même pas si longtemps que ça, il y avait des banques, il fallait avoir une petite calculette, je ne sais pas si vous avez eu ça, où on devait récupérer un numéro qui changeait en permanence pour le mettre dans le truc. Pour se connecter, déjà, on prenait 1 minute 30. Donc, quand on fait ça tous les jours, c'était bien relou. Et aujourd'hui, moi, c'est pushé sur Slack tous les matins. J'ai le compte sur les 3 banques avec un solde total. Enfin, voilà. Et ça, pour ça, il y a des banques chez qui c'est plus facile. Donc, voilà. Vous avez sur vos sièges un flyer de FinPal, qui est une super initiative aussi. Je pourrais qualifier quasiment d'open source proposé par Conto, mais sur lequel il n'y a pas besoin d'être client Conto et sur lequel il y a pas mal de ressources, notamment de fichiers Excel, de BP, d'automatisation, d'échanges sur, je sais pas, de combien vous allez augmenter vos collaborateurs sur le Q2, etc., etc., ou le S2 plutôt, si vous les augmentez tous les quarters, c'est beaucoup. Ouais, voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à FinPal, c'est en train de vraiment grossir, et puis vous pouvez aussi participer. Pour commencer, j'aimerais éventuellement commencer avec toi, Shubham, justement, et voir un peu
toi, quel est ton minimum, selon toi, qu'il faut faire en 2023 en termes d'automatisation, le b.a.-ba pour tout le monde, sachant qu'en l'occurrence, on parle essentiellement de no-code, hein, l'objectif étant pas forcément de développer des choses très complexes. La première chose que je dirais, c'est juste pour avoir un titre d'information, J'ai oublié de préciser, pardon. Ouais. On est 4 mecs sur l'estrade. Il y avait Chloé Giraud Perron qui devait être là, qui est la Head of Finance de Pigment, qui n'a pas à cause des grèves de Nounou ce soir, qui n'a pas pu venir. Voilà, on a voulu trouver en last minute une femme pour la remplacer, mais voilà, donc j'en suis absolument désolé. Je trouve que c'est pas une bonne chose, ce manque de parité, mais voilà, les manifestations ont décidé autrement, les grèves. Donc voilà, pardon, Shubham. Aucun problème. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'était surtout déjà vous poser une question qui est entrepreneur, donc a une boîte et gère un compte tous les jours. En tout cas, ok, donc c'est la majorité de la salle. Pourquoi je posais cette question, c'est que une des premières choses à structurer, en tout cas en tant qu'entrepreneur, on a envie de structurer sa boîte, envie de structurer ses outils, etc. Mais la réalité, c'est qu'il faut structurer son temps parce que c'est le truc qui vaut le plus d'argent dans votre boîte, quoi qu'il en soit. Et donc, c'est où est-ce que vous passez plus de temps dans la gestion de vos finances. Et donc, si vous avez déjà quelqu'un, peut-être que cette personne peut faire ces automatisations, vous pouvez l'aider à la faire, mais la réalité, c'est que c'est vous, dans un premier temps, qui allez le faire. Et donc, c'est bien de commencer par là. Donc, la première chose que je dirais, c'est un peu tout ce qui est réconciliation. On passe beaucoup de temps, et on a, dans le passé, en tout cas, passé beaucoup de temps à envoyer à nos comptables des boîtes à chaussures remplies de justificatifs. Aujourd'hui, il n'y a pas de lieu d'être. Il n'y a pas de lieu d'être non plus de, à la main, télécharger des justifs, les mettre sur Conto ou sur n'importe quelle autre banque. C'est pas normal parce que tout ça peut se faire automatiquement. Donc, je leur dis, juste passer de j'ai une pièce jointe sur mon email, le télécharger sur mon ordinateur et le réuploader sur Conto, rien que ça, c'est une aberration en soi. Ouais. De temps perdu, quoi. Ça ne devrait pas exister. Exactement. Et on peut s'en rendre compte si on traque son temps. Alors, c'est vrai que c'est chiant à le faire, mais le fait de traquer son temps, ça peut nous faire réaliser à quel point on perd du temps à notamment faire ces petites tâches qui nous donnent l'impression d'avancer, mais sachez qu'en uploadant une pièce jointe, vous n'avancez pas dans votre business. Et donc, la première chose à faire, c'est déjà mettre en place, que ce soit sur Gmail... Une petite satisfaction quand même de dire j'ai bien uploadé mes pièces jointes. Oui, t'es content. Ton comptable te dit merci, mais tu le payes, donc ça sert à rien. Sans oublier Oups, j'ai oublié de te mettre la pièce jointe. Oui, aussi. On l'a tous fait celui-là. Aussi. Et donc, une des premières choses que je peux vous inviter à faire, c'est d'avoir un mécanisme qui fait des transferts automatiques vers votre banque ou votre outil comptable. Donc ça peut être, chez Conto, ils ont une adresse email vers laquelle vous pouvez créer des filtres automatiques. Dropbox m'envoie une facture. La première fois, je l'envoie automatiquement à l'adresse Conto et du coup, elle est automatiquement rattachée à la ligne correspondante. Et après, vous mettez un filtre. Si vous utilisez un outil comptable, ça peut être Doux, Pennylane, il y en a plein d'autres, Numbers et compagnie. Là aussi, eux ont ces mécanismes-là. Si vous uploadez avec Conto, si vous l'envoyez sur Conto ou sur n'importe quelle banque, normalement, c'est censé être géré. Donc, je pense que déjà, la réconciliation... Donc, soit tu vas réconcilier une facture avec un paiement qui a été fait. Est-ce que tu peux, dans certains cas, envoyer une facture qui n'a pas été payée, avoir un paiement derrière ? Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Typiquement, un de vos clients vous envoie, enfin, un de vos fournisseurs, pour le coup, vous envoie une facture. Voilà, j'ai fait cette presta pour toi. Est-ce que tu peux me payer cette facture ? Souvent, ce qu'on a tendance à faire, et je pense que c'est le cas, et ça a été mon cas pendant très longtemps, c'est je télécharge la facture, je vérifie si le montant est correct, je copie-colle l'IBAN en question. Quand c'est pas une image. Quand c'est pas une image. Et c'est un problème ça, mais heureusement pour Apple maintenant a une feature d'ailleurs sur lesquelles on peut copier-coller, mais tout le monde l'a pas. Mais en tout cas, on copie-colle, on tape les chiffres, on vérifie si le nom prénom est bien le bon. En tout cas, bon courage si c'est le mien. Et après on met le montant. Et là on envoie ça. Et là aussi on a l'impression c'est bon, j'ai payé mes prestataires. Mais sauf que ça. Je sais que c'est vrai chez Conto, je ne sais pas si c'est vrai dans d'autres banques, mais par exemple, on peut envoyer à cette adresse email chez Conto et du coup, il vous préload, donc il vous pré-remplit le nom, l'IBAN, le montant, et vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer. Donc, toi, ce que tu dis là, c'est déjà analyser ton temps, voir les tâches comme ça qui ne servent à rien et qu'on peut facilement remplacer par de la machine. Ouais. Et en plus, qui potentiellement sont source de moins d'erreurs parce que la recopie de l'IBAN, si c'est moi qui l'a fait, ou même le montant, moi j'ai déjà eu des zéros en trop sur. Ça peut être problématique. Ouais.
Et ça évite tout source de stress. Voilà, c'est les 2-3 petites choses. Et évidemment, l'autre, bon, tu l'as déjà plus ou moins dit, je pense avoir une vision comptable ou une vision de trésorerie. C'est vrai que la trésorerie n'est pas égale à la comptabilité ou n'est pas égale à l'argent qu'on a, mais c'est sympa que ça vienne à nous plutôt qu'on aille le chercher. Donc avoir un sort de mécanisme où on peut avoir sur Slack, sur son téléphone ou quoi, au moins un petit truc de aujourd'hui ça se porte comme ça, voici la météo quoi. Ce que je disais en préparant cette soirée, je vous racontais que chez Cosa Vostra, où il y a un moment où en fait tu commences à 4, puis tu es à 10, puis tu es à 20, et puis en fait tu fais des missions, et puis il y a des moments où en fait très simplement tu oublies de facturer une mission. Ça arrive, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on fait des choses et puis bon, c'est fait, le client est content, c'est bien. Puis de temps en temps, 6 mois plus tard, tu dis ah tiens, je n'ai pas été payé là-dessus, normal, je ne l'ai pas facturé. Alors on a mis en place pas mal de choses. Là, c'était pas du no-code, on a développé nous-mêmes des outils de facture, de timesheet, donc pour avoir nos collaborateurs qui remplissent tous les jours les heures qu'ils font sur quel client et sur quelle tâche. Et ça nous a permis de les brancher jusqu'à des logiciels de facturation puis de paiement et de vérifier si on est payé dans les temps, etc. Chez toi, tu as quand même un business chez Tom et Josette qui est finalement, in fine, pas très digital. Enfin, déjà, rien que sur la cible. Alors, la cible sont probablement des jeunes parents, en effet, mais tu es quand même entre des personnes très vieilles et des personnes très jeunes. Comment ça se transforme tout ça au quotidien? Est-ce que vous avez des tâches difficiles à comptabiliser, à des automatisations? Je me dis comme ça de loin, c'est aussi pour ça que tu es là, mais ça peut paraître plus complexe, quoi. Tout n'est pas facile. Tout à fait. Notamment la data, quoi. Ouais, je suis très content d'être directeur financier en 2023 plutôt qu'en 2011. Je pense qu'il y a eu une progression énorme sur tous les outils financiers grâce à la Startup Nation, où en fait il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont apparus en France et qui ont rencontré des problèmes sur leur compta. Et c'est vraiment des problèmes sur lesquels on n'a pas du tout envie de passer du temps. Et au début de mon entrée dans le job, je passais vraiment beaucoup de temps sur la compta et toujours un peu gêné quand on parle au CEO. Et on lui raconte qu'on a passé du temps sur la compta, on n'a pas été recruté pour ça. Et c'est chouette d'être en 2023 parce qu'on a des boîtes qui créent des outils pour nous régler des problèmes. Et donc je pense que le point numéro 1 pour nous, ça a été de faire de la veille d'outils pour voir ceux qui répondaient à nos problèmes, quitte à faire des tests, à mettre en concurrence des outils pour des cartes bancaires, des choses comme ça, à essayer de trouver l'outil qui correspondait le mieux à nos besoins. Malheureusement, on ne peut pas avoir un outil qui fit parfaitement notre société, on a toujours des particularités. Donc à date, ce qu'on a fait au début, vu qu'on n'est pas une boîte de développeurs, c'est qu'on a pris des solutions clés en main, notamment un outil métier dédié aux crèches, parce qu'on commençait à rencontrer énormément de problèmes. Il y a combien de crèches? Vous avez quoi? On a 8 établissements, okay. Ce qui représente une centaine de factures par mois aujourd'hui. Et en fait, on avait beaucoup d'erreurs. On était sur Excel. Pour un moment, c'était plus tenable et on avait nos ambitions de croissance. Donc, on voyait tous les mois le nombre d'erreurs s'accumuler. On s'est dit, bon, on arrête là, on prend un outil, tant pis, on est prêt à payer. Mais en fait, le ROI était là, il y a moins d'erreurs, on passait moins de temps. Donc ça, on s'est basé sur ça. Mais voilà, on est dans un métier qui n'est pas très digital. Donc finalement, on a un outil métier qui est un peu isolé. Et qui détonne un peu avec l'environnement qu'on peut voir aujourd'hui dans les startups plutôt financières qui commencent à s'ouvrir beaucoup, notamment via les API, qui permettent de communiquer entre elles et en fait ce qui permet d'avoir des informations cohérentes de bout en bout de la chaîne. Et donc malheureusement, nous, on a encore ce point avec cet outil métier qui est pas apaisé. Il n'a pas d'API, lui? Il n'est pas apaisé. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a connecté en no-code avec nos outils comptables. Mais en fait, le directeur commercial qui est en charge de ce projet, en fait, il étudie le code de la page internet pour récupérer des ID d'enfants, des ID de la crèche, et tout ça, il les exporte. Il a fait toute une machine sur Make. Alors, si vous connaissez Make, hein, c'est des ensembles de microservices qui s'enchaînent dans un scénario. Donc là, vous voyez une très longue chaîne de scénarios pour arriver à des indicateurs qui parfois sont pas forcément, qui pour nous sont vraiment nécessaires, mais qui mettent quand même pas mal de temps à sortir et on les a pas à disposition directement dans nos outils. Voilà, donc c'est la brique sur laquelle on travaille le plus aujourd'hui, avec sûrement l'ambition un jour de se séparer de l'outil métier actuel pour le développer en no-code.
Ça me fait penser à un truc qui s'est passé pas mal, alors notamment dans la finance, et là plus dans la finance de marché, dans des salles de marché. Il y a eu un phénomène qui a émergé dans les années 2010 principalement, enfin peut-être avant, mais ce qu'on appelle le shadow IT. Je ne sais pas si toi tu vois ce que c'est, oui j'imagine, mais donc dans lequel en fait il y avait des gens qui bricolaient sur des fichiers Excel, qui scrapaient des choses comme ça, qui faisaient des choses, puis à un moment ils partaient. Et en fait tu avais tout un pan d'une salle de marché qui prenait des décisions, notamment de trading, d'achat, vente, etc., ou voilà, qui étaient basées sur des routines Excel comme ça, et qui d'un coup, la personne était partie, et puis il y avait la moitié du business qui gérait sur un truc où on ne savait pas ce qu'il y avait dedans, en fait. Tu vois, il fallait... Alors en plus, ça peut devenir assez vite complexe, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de cas de figure, mais... Nous, j'espère vraiment que le directeur commercial va rester encore quelques mois. On croise tous les doigts. On insiste quand même beaucoup voilà, on n'a pas une culture de développeur, donc voilà, on essaie de se forcer à essayer de tout documenter. Mais voilà, et tout de suite on se dit ouais, mais documenter, je perds du temps du coup. Donc voilà, donc trouver le juste équilibre entre les deux. Mais c'est vrai qu'à date, il y a une personne qui a la connaissance du processus qu'on utilise. Toi, tu dis, donc tout à l'heure, tu disais qu'à un moment, il fallait essayer de chronométrer, time-sheeter ces actes. Souvent, le trigger, le fait qui fait qu'on passe à ça, c'est que vraiment, il y a un truc qui est beaucoup trop gros. Alors moi, je l'ai vécu dans je parlais de Ocus, ou eFlash, qui est une société qu'on a créée, un peu comme Miro, pour ceux qui connaissent ces univers-là, qui faisait énormément de shooting photo. Quand on a vendu nos participations dans cette boîte qu'on avait créée, on était à 700 ou 800 shootings par jour. Et donc, tu me regardes, mais moi j'ai rien à voir avec ça. Non, mais parce que je sais qu'avec on a les mêmes problématiques qui arrivent avec Orso Media. Et au début, tu ne les as pas. La question que je vais te poser, c'est donc 700-800 shootings par jour. Ça veut dire, alors il y avait quelques photographes qui en faisaient plusieurs, mais ça veut dire quand même qu'en termes de facturation et de choses, si même pour eux, en fait, à un moment, il fallait qu'on arrive à un truc où on était capable de leur dire, tiens, tu me dois, je te dois tant. Je te fais un appel à facture, mais eux devaient recopier le numéro de la facture, le client potentiellement, le montant, etc. Tu dis, mais tout ça est source d'erreur parce que tu es que dans du copier-coller, fois 800, donc à un moment, tu la vois grossir sous tes yeux, cette perte de temps. À quel moment, toi par exemple avec 27 podcasteurs et puis beaucoup de sponsors et pas mal de choses, à quel moment tu te dis, il faut le faire maintenant? Au début, c'est OK de le faire à la main. Comment on décide de ce moment? Mais j'ai envie de te dire dès le départ, parce que je m'en suis rendu compte quand je commençais à passer 1 heure ou 1 heure et demie à retrouver mes petits. Ok, telle campagne, sur tel podcast, c'était sur telle période, donc je dois reverser tel montant de chiffre d'affaires et donc faire un appel à facturation. Et j'ai envie de te dire, au bout de 2-3 semaines, j'en suis vite rendu compte. Moi je suis entrepreneur depuis 18 mois ensemble sur Orso Media, même si j'avais déjà monté une boîte avant, mais je travaillais dans un énorme groupe qui s'appelle Altis, que vous connaissez sans doute, avec une grosse direction administrative et financière, des contrôleurs de gestion à tous les étages, et donc j'avais pas forcément moi à me soucier de ça. On faisait de l'audience, on faisait rentrer du chiffre, et puis, au final tout ce qui était tambouille comptable, je m'en occupais pas. Là quand tu es aux manettes, tes fournisseurs le savaient. Ils étaient payés très 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 loin en arrière. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, et je sais que c'est source énorme de crispation, parce que j'avais beaucoup moi de fournisseurs qui m'appelaient et j'ai toujours pas été payé. Moi, je pouvais rien faire. La décision n'était pas à mon niveau. À part relancer les services concernés, je pouvais pas faire grand chose d'autre. Et donc, quand on a monté Orso Media, ça faisait partie des sujets. Moi, je ne voulais pas reproduire ces sujets-là, et donc je voulais que ce soit carré dès le départ. La difficulté, c'est qu'on a donc beaucoup de podcasts, beaucoup de partenaires. On doit être autour de 300 campagnes quand même depuis le lancement d'Orso Media. Certaines campagnes sont monopodcasts, d'autres campagnes sont multipodcasts. Et donc, on a un devis pour un sponsor sur des multipodcasts. Donc c'est pas un devis, une facture exactement, pour tel podcast, c'est une facture pour 8 podcasts. Ça aurait été très simple. Et donc l'automatisation que j'ai mise en place, c'est finalement à partir d'un devis accepté,
C'est ça qui déclenche un peu tout le reste. Ça me déconstruit chaque ligne de mon devis. Ça me met tout ça dans un Notion. Dans le Notion, j'ai toutes les infos, le tarif hors taxe, le montant à reverser au podcasteur, le statut, encaissé ou pas, reversé, solde payé, etc. Et tout ça dans Notion, voilà, ça me permet de savoir exactement pour chacun de mes 27 podcasts où j'en suis. Ça me permet de lui donner à lui de la visibilité. Voilà, sur les prochains mois, le chiffre d'affaires que je vais devoir te reverser. Je peux déjà te reverser tel montant parce que je sais que je l'ai encaissé. Mais ça permet aux podcasteurs d'avoir de la visibilité, de prévoir eux aussi des investissements, c'est important. C'est dans le sens de notre mission aussi d'aider les podcasteurs à se renforcer, trouver des nouveaux prestataires, investir dans du matériel pour enregistrer des épisodes, passer à la vidéo. Et donc leur donner cette visibilité financière, ça leur permet d'investir. Et c'est un cercle vertueux parce que quand ils nous investissent, ils font plus d'audience. Quand ils font plus d'audience, nous, ça nous profite. Voilà. Donc c'est une vraie aide à l'activité. Et je suis aussi un gros geek, moi, comme toi, Shubham. Donc j'aime bien l'idée de construire ces automatisations. Ça m'éclate. On en a parlé en préparant l'épisode. Après, là où je me freine, c'est que je me dis, non, là, je passe beaucoup trop de temps à essayer de mettre en place tel détail d'automatisation et je ne suis pas sûr que je vais en récupérer tous les bénéfices ou un bénéfice égal. Voilà. Donc, fais petit à petit, j'itère petit à petit, j'améliore les process petit à petit. Dans un univers un peu plus loin que la finance, on a monté un nouveau studio au bureau. J'ai vu Christopher passer à peu près toutes ses vacances de Noël à donc essayer de trouver un logiciel qui, en plus, le pire, c'est qu'il vaut 50 €, c'est ça. Hein, mais c'est pas déjà, fallait le trouver et après, mais qui permet de dire que c'est telle caméra qui filme quand c'est tel micro qui parle. Et ça peut paraître un peu bêta, mais en fait, déjà, le micro, il n'est pas branché nécessairement à la caméra parce que ce sont des flux différents. Il y a des flux de podcast et des flux vidéo. Donc, il a fallu que tu trouves des doubles câbles qui sortent du truc, si je comprends bien. Et en plus, je crois qu'il y avait un autre sujet aussi assez important sur le lag. Alors, il y avait des petits lags, je ne sais plus ce que tu avais. Mais ouais, je n'étais pas très satisfait de la qualité audio. Bref, tout ça. Enfin, pas rentrer dans le détail, c'est peut-être. Moi, ça me passionne, mais peut-être pas tout le monde ici. On pourra en parler après si ça vous éclate. Mais c'est un peu dans cette même logique. Aujourd'hui, en post-prod, ça prend énormément de temps de monter une vidéo et de faire le changement de caméra en fonction de la personne qui parle. Donc cette automatisation nous permet sur de faire un podcast comme Génération Virtuelle, ça prend 3 heures au moins. Voilà, c'est ça. On est obligé de regarder en vitesse une fois l'épisode, alors que là, on a un switch de cam automatique en fonction de la personne qui parle et ça nous fait gagner énormément de temps. Et comme tu l'as dit, Shubham, le temps, c'est bien ce qu'on a de plus précieux quand on est entrepreneur, ça c'est clair. Est-ce que, alors là tu parles de Notion, en fait ton Excel est devenu un Notion chez toi. Oui. On a Notion, on a Airtable, on a Google Sheets. Des trucs. Mais typiquement alors souvent, moi je voudrais qu'on parle un peu d'outils, mais souvent l'automatisation est quand même basée sur une sorte de backbone, un endroit où tu vas récolter des données qui vont te permettre de créer des actions, c'est ça ? Ouais. Comment tu choisis ce backbone ? Pourquoi ? J'ai l'impression que, par exemple, le consensus est quand même pas mal sur Airtable, mais on dit que Airtable est cher, Google Spreadsheet est gratuit, enfin, vous payez dans ton abonnement, etc. Notion est de plus en plus à la mode. Comment on choisit ça ? C'est une question facile et compliquée à la fois. Juste pour revenir sur les outils, si on est tous assis aujourd'hui, si on utilise des micros et si on boit dans des tasses, c'est parce que l'être humain a évolué avec les outils. C'est qu'en soi, on est ce qu'on est et on est aussi performant grâce aux outils. Il se trouve que une tasse, c'est une tasse. On peut la faire un petit peu plus design et un peu plus noire ou blanche ou grise. Sauf que les outils, aujourd'hui, ça va très vite. Je ne sais pas s'il y en a certains qui parlent d'intelligence artificielle, qui regardent l'intelligence artificielle, mais de semaine en semaine, le monde évolue à une vitesse mais incroyable. Dans le no-code, il y a eu la même chose. Il se trouve qu'il y a eu Airtable, il y a eu Coda, il y a eu Notion. Il y avait Notion il y a 1 an, il y a Notion aujourd'hui. Les outils évoluent très vite. Donc en fait, il est difficile aujourd'hui de se dire je vais investir dans une solution que je vais payer tant et ça va me durer toute la vie. Ok. Ça, c'est un élément important. Mais il y a quand même un truc, c'est que ce soit Airtable ou si tu as une donnée qui est bien rangée et bien organisée à un endroit, le reste des outils pourra suivre, elle pourrait être transférée d'un endroit à l'autre, même si c'était Excel à l'époque, hors ligne, etc. Bien sûr. En fait, il y a quand même une notion. C'est là où je parle de backbone, quoi. Mais totalement. Et j'en viens maintenant à ta question. Pourquoi je voulais ajouter ça, c'est que
dans n'importe quel outil qu'on choisit, il ne faut jamais se dire c'est un mariage pour la vie. Parce que ça évolue beaucoup trop vite et que vous aurez envie de changer, vous aurez besoin de changer. Et si vous ne changez pas, vous serez OK de ne pas être au top du top dans n'importe quelle chose. Je veux dire, les anciennes banques traditionnelles tournent aujourd'hui. Tu parlais de Shadow IT tout à l'heure, mais il y a plein d'anciennes banques aujourd'hui qui ont encore du COBOL qui tourne, etc. Il se trouve que ça tourne et que ça marche. Donc tant que ça marche, c'est bon. Maintenant, si on fait un choix aujourd'hui, un choix éclairé, en effet, il faut un endroit où ranger ces données de manière structurée. Donc ça peut être un Airtable, ça peut être un Google Sheet, ça peut être un Coda, ce qu'on veut. La première chose à regarder, c'est à quel point cet outil est connectable et à quel point j'ai besoin de connecter cet outil. C'est vrai qu'on parle souvent d'Airtable, ou on a souvent parlé d'Airtable, parce que c'était un des outils no-code les plus connectés, qui permettait, en tant que base de données, d'accéder, enfin, aux personnes qui ne savaient pas coder, permettait de regarder la donnée, de modifier la donnée. En plus, ils ont ajouté plein de fonctionnalités, donc c'était un bon outil. Mais il faut toujours partir de son besoin. Et donc, comment choisir un bon outil? C'est, à un moment donné, on va se poser avec ses associés ou avec nous-mêmes et se dire, OK, de quoi ai-je besoin? Et c'est pour ça qu'il faut benchmarker. Et donc, au final, les vacances que tu as passées, aujourd'hui, tu n'as pas un monteur full-time à payer, quoi. C'est beaucoup. Et donc, il ne faut pas hésiter à prendre le temps d'essayer, de s'inscrire sur tous les outils. Ils ont plein de versions gratuites, de regarder des benchmarks sur Internet. Et après, à un moment donné, une fois qu'on a un peu notre cahier des charges de ce qu'on souhaite, OK, j'ai besoin... d'avoir un endroit des parents, un endroit des enfants, un endroit des factures, un endroit des moments de dispo ou pas dispo, et je fais un peu mes courses avec les outils. Et du coup, je regarde. Et là, commence le benchmarking. Mais on ne fait jamais un benchmarking, selon moi, sans rien. Parce que là, c'est là qu'on se fait avoir par du marketing. C'est là qu'on se fait avoir par regardez cette nouvelle feature dont j'ai pas besoin et je vais aller ici parce que ça brille un peu plus. Voilà. Ce que je dirais, c'est partir d'abord d'un cahier des charges, de ce qu'on souhaite, et après choisir l'outil. Donc en fait, il n'y a pas de question il n'y a pas de réponse magique Airtable. Ok. Je rajouterais aussi, je ne sais pas si vous avez fait l'audit un peu du nombre d'outils que vous pouvez avoir en direction financière. Je pense que ça peut vite dépasser la dizaine. Et en fait, quand on se plonge pas mal dans toutes les fonctionnalités qui existent dans ces outils, on peut vite voir des doublons, voire des triplés apparaître. Donc vraiment repenser le benchmark et voir quel outil est vraiment nécessaire à votre processus et celui que vous pouvez quitter. Nous, c'est un peu quelque chose qui nous effraie de se dire un jour, est-ce que je vais devoir changer d'outil? On se sent un peu ferré quand même par les processus qu'on a mis en place qui sont basés dessus, mais finalement, il y a tellement de plus en plus d'ouverture via les API notamment que voilà, les transitions se font en quelques semaines, voire 1 ou 2 mois. Sachant qu'il y a une sorte de, quand même, je sais pas si c'est une réconciliation, mais un Salesforce veut devenir, qui est à l'origine plutôt un CRM, veut devenir un outil de facturation. Je sais pas, un Salesy qui est à l'origine, qui s'appelait MyFacture, veut devenir un CRM. Les banques en ligne, souvent, veulent aussi devenir des outils de facturation et plus, ou des émetteurs de cartes. Il y a un moment où, est-ce que c'est... Alors, c'est bien, probablement parce que ça simplifie certaines choses. Est-ce que, et j'imagine qu'il y a une question de sécurité aussi, parce que quand tu balances, enfin moi quand je balance mes comptes sur Slack, ou je sais même pas par où ça passe, Zapier je crois, en fait il y a quand même des moments où tu as peut-être des fuites d'infos, ou même potentiellement à un moment, si tu appuies sur un bouton dans Notion et que ça fait un virement, bon tu sais pas, il se marre, mais je suis sûr qu'il y a des trucs comme ça dans son Notion. Mais, mais pas long. Et il y a quand même des moments où tu peux avoir un moment, je sais pas, il y a un lien qui traîne sur mon Slack, j'appuierai dessus plein de fois, tu vois. Non, juste les paiements, c'est le seul truc qui n'est pas automatique quand même, parce que voilà, on ne sait jamais. Imagine, tu as un truc, ça te fait 10 virements de 12 000 euros. Voilà, ça peut être un peu compliqué. Donc c'est la seule action manuelle, moi, qui me reste sur cette automatisation. Et ouais, après, il y a une question de sécurité des données. On n'en a pas parlé, mais je parlais des automatisations à destination de nos podcasters. Mais ça va parler aux DAF qui sont dans la salle. Mais moi, j'ai toujours piloté des PNL assez complets. Et ça me manquait de ne pas avoir de PNL sur Orso Media. Donc, je me suis refait un PNL complet. Et donc, avec une bonne visibilité sur les charges et le chiffre d'affaires. Il y a une notion que je n'avais pas dans les PNL jusqu'à présent. C'était finalement les flux entrant et sortant de mon compte bancaire. Et j'avoue que, bon, évidemment, on est chez Conto aussi. Quand on a Mathieu Stéphanie comme associé, la question ne se pose même pas. Et donc, je me suis fait un doc avec tous les flux entrants, sortants de notre compte Conto. Une petite routine qui permet de classer chaque entrée, chaque dépense dans des catégories.
et je viens automatiquement, et je viens appeler dans mon PNL les catégories que je ne peux pas projeter, c'est-à-dire les dépenses courantes, les hôtels, des restos qu'on n'a pas forcément projetés. Et ça me permet d'avoir à la fois une projection financière que je peux anticiper et le réel qui passe par le compte. Et ça permet quand même d'avoir un pilotage au quotidien qui est très proche de l'activité. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet sur la sécurité. Alors, moi, je fais entièrement confiance à Conto, et donc je ne me suis pas posé la question si Zapier qui appelle ce flux, qui me le ramène dans un spreadsheet d'ailleurs. Évidemment, tout est verrouillé par mot de passe, mais oui, il peut y avoir peut-être un sujet de sécurité sur ce flux bancaire. Mais toi qui as travaillé sur l'API, tu peux peut-être nous répondre, Shubham. Il y a un sujet de standardisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les API bancaires respectent un certain standard, DSP2, etc. Donc ça veut dire qu'au moment où on construit la possibilité, juste d'ailleurs, parce qu'on parle d'API depuis tout à l'heure, ce que c'est qu'une API, c'est en gros, si on a deux outils, c'est la colle entre les deux. C'est ce qui permet de faire, on va dire, la jointure, la connexion entre ces deux outils. Et les banques ont aujourd'hui un standard de communication qui est DSP2, qui est plus ou moins sécurisé, en tout cas qui respecte un certain standard. Après, quand on balance nos données dans Zapier, vous avez vu, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre qui dit oui, j'accepte que Conto envoie les données vers Zapier, ou j'accepte que Facebook récolte ces données. On donne notre consentement. Et il y a marqué ce qu'on dit. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, oui, on prend le risque que si demain Zapier se fait hacker, qu'il y a pendant un moment donné, parce que les API sont bien faites et il y a toujours un moment donné où il y a un consentement qui est là, qui est d'une certaine durée, que les gens puissent voir de l'information. Pour ce qui est du paiement, c'est très différent. Le paiement, déjà, chez Conto, pour pouvoir faire un paiement avec un bouton, il faut être un bénéficiaire qui soit agréé, entre guillemets. Donc, on a donné notre consentement exprès. Donc, on ne peut pas faire des virements à n'importe qui en un bouton. Donc, on va dire que c'est assez bien fait, tout ça. Mais c'est la même question que si demain, Google se fait pirater ou Facebook se fait pirater. C'est que oui, du moment qu'on travaille avec des logiciels, on prend le risque que si eux se font pirater, nos données fuitent. Après, je ne suis pas expert sur le sujet. Mais j'aimerais rebondir sur un des trucs que tu avais dit sur le all-in-one ou sur les logiciels spécialisés, parce que c'est un vrai sujet. En fait, évidemment, aucun shampoing all-in-one n'est meilleur qu'un bon shampoing qui est spécialisé. Ouais, le sujet de fond, tu vois, tu parlais tout à l'heure de ton logiciel métier. Nous, par exemple, dans les agences digitales, les agences, on a de plus en plus, il y en a un notamment, un logiciel qui te dit, nous, on fait tout, en fait, on fait tout, etc. Et en fait, il y a quand même un problème souvent dans ces logiciels, quand tu fais trop de all-in-one, c'est que les choses à façon qui sont vraiment tes problématiques à toi, tu ne peux pas forcément les intégrer là-dedans, quoi. Exactement. Et donc, on a deux stratégies. Soit on reste sur un all-in-one, c'est-à-dire qu'on accepte d'avoir moins, mais d'avoir plus de choses dans une chose, et du coup on ne se prend pas la tête à connecter, on ne se prend pas la tête à envoyer de l'information l'un à l'autre. Soit on va, ce qu'on appelle sur des pure players, donc un outil pour la facturation, un outil pour la compta, un outil pour prendre des photos pour pouvoir les mettre dans sa banque. Et en fait, il se trouve qu'il y a des acteurs, comme Conto, mais comme Penny Lane, comme d'autres, qui, en fait, de plus en plus se rendent compte qu'ils ont du succès, de plus en plus développent d'autres fonctionnalités pour pouvoir garder leurs clients et éviter qu'ils aillent sur d'autres outils aussi. Donc, stratégiquement parlant, pour ces acteurs, c'est hyper intéressant. Maintenant, nous, en tant qu'utilisateurs, est-ce que c'est intéressant ? Tout dépend le temps qu'on a. Tout le monde n'a pas le temps de Christopher. Tout le monde n'a pas mon temps pour pouvoir faire ça. Et le niveau de geekerie aussi, un peu quand même. Il y a un peu de ça. Je veux dire, ouais. Si il y a des gens qui... Zapier, ça va. Make, un peu plus velu quand même. Oui, totalement. Mais il y a un niveau de geekerie, mais moi, j'aimerais juste dire un tout petit truc sur ce niveau de geekerie. Aujourd'hui, on arrive dans un monde où si on ne s'y intéresse pas... Je suis d'accord. Ok, fine, on est des geeks. Mais si on ne s'y intéresse pas, on laisse les autres quand même la main, quoi. Aujourd'hui... je dis que je parlerai pas d'IA ce soir, mais si vous y intéressez pas, cool. En fait, vous laissez les autres aller plus vite que vous laissez les autres, des prestataires vous dire qu'ils ont fait tout ça, qu'ils n'ont pas fait tout ça. C'est important de s'y intéresser juste un tout petit peu pour savoir que c'est possible. Le fait que vous soyez ici, c'est que vous vous y intéressez, donc c'est bon, vous, ça va. Mais il y a des gens qui savent pas que c'est automatisable, et ça, c'est le problème. Donc, ça veut pas dire qu'on a le temps pour automatiser, mais on peut prendre des gens sur des plateformes de freelance pour qu'ils le fassent pour nous. Tant qu'on sait que c'est possible. Et c'est vrai qu'on peut se dire que finalement, vu la complexité de ce que font
ChatGPT 4, Midjourney, Dall-E, etc. La compréhension de se dire tiens, il y a une facture ici et je vais la mettre là, ou de faire un certain nombre d'actions idiotes qu'on fait nous-mêmes aujourd'hui, on parle de questions de semaines ou de mois avant que ce soit réglé. Hein. De secondes. Ouais. Pourquoi je te dis ça, c'est que j'ai pris mon export Conto l'autre jour. En fait, j'avais un problème, c'est que, comme toi, j'utilise plein de services et je paye beaucoup. Et j'exporte mes transactions Conto dans un fichier. Je copie toutes les lignes depuis janvier. Je les mets dans ChatGPT, GPT-4, et je dis voilà mes transactions. Donne-moi les services que je paye en récurrent. Classe-les-moi avec le montant le plus haut. Et donne-moi les 5 meilleurs services que je devrais annuler. Il va encore m'empêcher de dormir. Donc, en gros, truc que je savais faire. Facile, les DAF nous diront oui, mais sur Excel, tu fais ça, ça, ça. Sauf que là, j'ai pas eu à apprendre à le faire et je l'ai fait en 2 secondes. Donc, franchement, il y a 2 semaines, j'étais en train de dire. Tu as appris un truc là, suite à cette requête? Un truc que tu connaissais pas ou qui n'était pas évident pour toi? C'est jamais évident tant que tu l'as pas devant et c'est marqué que tu payes 300 € depuis le début de l'année. C'est incroyable, donc tu l'annules en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Donc oui, ça m'a fait gagner 300 € sur la suite, voire plus sur l'année. Mais en tout cas, le point, c'est de dire que ça va vite. Et c'est important de savoir que c'est possible. Donc oui, c'est quelque chose que j'aurais pu faire avec un outil, c'est quelque chose que j'aurais pu faire avec Excel, mais c'est le temps de le faire. Il y a honnêtement 2 semaines avant, je me suis dit putain, il faut vraiment que je paye quelqu'un pour qu'il aille regarder dans mes comptes les trucs que j'ai de récurrents pour qu'il m'annule ça, parce que j'ai pas le temps, parce qu'à chaque fois j'ai envie de me tuer quand je regarde la notif passer, quoi. Et là, en 2 secondes, c'était réglé. Et du coup, est-ce que tu as vérifié ce que tu avais proposé, ChatGPT, versus l'analyse faite sur Excel par toi? En fait, vu que c'était pas quelque chose, on va dire, de structurant, j'étais pas en train de faire une projection financière pour prendre des décisions lourdes, j'ai pas fait ce travail. Demain, si je dois me dire où doit aller ChatGPT, dis-moi où doit aller ma boîte, c'est beaucoup trop vague. Mais c'est justement là où se situe le truc, c'est à quel point on croit ou à quel point on pense que c'est du joujou. Plus on va utiliser, plus on va se rendre compte qu'en fait, il y a des choses qu'on peut lui demander, il y a des choses qu'on peut pas demander à ça, quoi. Je voulais pas que ça prenne un tournant. Non, moi je trouve ça très intéressant. Enfin, on n'aurait pas pu l'éviter ce soir, je pense. Et ce que tu dis là, c'est une réalité aujourd'hui. Plus on teste ces outils, moi, j'ai pas d'action dans OpenAI, mais je dis à tout le monde ici, mettez les $20 qu'il faut pour ChatGPT 4, parce que quand on a essayé le 3, le 4, c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. C'est encore à des années-lumière devant, quoi. J'allais dire que nous, on a l'avantage de ne pas être un métier qui est en frontal face à l'intelligence artificielle. Enfin, j'espère pas que s'occuper des enfants va rapidement être pris par l'intelligence artificielle. Les petits vieux, ça va, mais les enfants, non. Mais du coup, j'ai pas dit ça. Chez nous, on est plus dans une posture de follower où on a hâte d'avoir les retours des explorateurs sur ChatGPT, où je pense qu'il y a c'est sûr qu'il y a des choses à faire quand on passe du temps sur des tâches qui sont chiantes, chronophages et à faible valeur ajoutée. Il y a vraiment pas mal de choses à faire de ce côté-là. Je pense que là-dessus, même dans les écritures d'emails ou de choses comme ça, il y a quand même des choses même là-dessus, c'est assez simple à faire. Je voudrais rester sur les outils, parce que tu as fait une remarque qui était tout à l'heure de dire Make, c'est plus compliqué que... Tu peux comparer à quoi? Zapier. À Zapier. Donc Zapier, moi ce que j'ai connu là-dedans, les seules minutes de geekery que j'ai connues là-dedans, c'était sur l'ancêtre de Zapier qui était If This Then Dev. Non, Then That, IFTTT. Donc en effet, je crois que le truc le plus tordu que j'ai pu faire, c'est quand j'avais un nouveau follower sur Twitter, il y avait ma lampe Philips U qui clignotait, ce qui a beaucoup plu à ma femme. Ça a duré environ 3 semaines avant que je sois menacé de divorce. Et du coup, je l'ai mise au bureau. C'est quand même pas beaucoup plu non plus au bureau, mais voilà, c'était très utile. Comment ça fonctionne ces choses-là et pourquoi il y en a un qui est plus compliqué? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outils? Mais j'ai l'impression que c'est quand même la base de l'automatisation, ces outils, non? C'est un peu Mais j'ai l'impression que Zapier, c'est quand même pas mal pour faire des automatisations simples. Qui utilise Zapier ici ou Make? Quand même pas mal. Quand même. Okay. Mais voilà, déjà, il y a plein de zaps, comme on les appelle, qui sont prêts. Il y a une bibliothèque de zaps qu'on peut juste dupliquer. C'est vrai que c'est confortable. Et je trouve que tu peux en vendre? Toi, t'en fais? Bonne question. Non, Ils mais n'ont pas de marketplace. Une fois que t'en fais un, tu peux publier un zap sur la bibliothèque. Bon, t'as pas de reward s'il est utilisé, hein, mais disons que c'est assez simple parce qu'on est bien guidé.
Ok, c'est quoi la source? Je vais faire ça exactement, je vais mettre tel filtre, et puis on peut revenir dessus, l'éditer assez facilement, l'affiner. Make, j'ai l'impression que c'est une logique encore un peu différente. Alors c'est ultra puissant, c'est vrai. On a un podcasteur chez nous, et on peut en parler là. C'est Bruno Soulez, donc qui a un podcast qui s'appelle If This Then Dev, qui lui est un fou de no-code. D'ailleurs, tu es venu dans son podcast. Et il a automatisé 80% de la production de son podcast, ce qui est quand même dingue. Bon, quand je regarde son dashboard Make, c'est assez flippant. Il y a des cases partout, des flèches. À partir du moment où tu prends rendez-vous dans le Calendly, se passe un nombre Exactement. Ouais. Il envoie des mails automatiques, des rappels, une invitation d'agenda. Ça génère un document Google avec le conducteur de l'émission. Il va même jusqu'à générer la cover, donc la vignette de ces épisodes, automatiquement via make.com, via un outil Polarbear, c'est ça? Bannerbear. Ouais. Bannerbear, voilà. Qui permet de générer des visuels avec des inscriptions texte qui vient récupérer dans une base de données. Donc vraiment ma boule. Moi j'en suis pas encore là. J'adorerais bien maîtriser Make, mais déjà avec Zapier on peut faire 1 milliard de choses, vraiment, sans être un gros geekos. Hein. En fait, là-dessus, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein d'actions moi, qui m'inspirent et qui nous inspirent sur les podcasts. C'est vrai que après, tu vois les limites, par exemple, dès qu'il y a une interaction humaine ou un truc qui doit être un peu chaleureux, par exemple, à un moment, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il avait même son post LinkedIn à la fin qui était automatisé avec un nombre d'heures, etc. Et en fait, ces posts avaient souvent moins de reach parce qu'en fait, quand tu automatises trop, alors peut-être que si tu rajoutes une bonne couche de ChatGPT 4, maintenant, ça va être un peu mieux. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur LinkedIn parce que tu pointes une des limites parfois de l'automatisation, c'est que sur LinkedIn, tu peux automatiser la publication d'un post, mais tu ne peux pas automatiser l'outil de mention de LinkedIn. Et ce qui quand même est important, un impact assez négatif sur le reach parce que si tu peux pas, la personne dont tu parles dans ton post n'est pas notifiée, n'est pas avertie, donc voilà, c'est comme un petit coup d'épée dans l'eau, quoi. Intéressant. Make, pourquoi alors il y a une sorte de switch un peu en ce moment sur Make? Est-ce qu'il y a une explication? Je savais pas qu'il y avait eu un non, je sais switch, pas. En tout cas, pour moi, on ne parlait que de Zapier jusqu'à il y a quelques mois, 1 an. Mais moi, on parle de plus en plus de Make. Je pense parce que l'écosystème est en train de monter en compétences. Je pense que, alors, si on devait mettre différents niveaux pour prendre un peu de recul, le premier niveau, c'est utiliser les automatisations présentes dans vos outils, les automatisations directement dans Conto, directement dans vos outils qui ne demandent aucune compétence. Le deuxième level... Juste uploader exactement, une facture, transférer automatiquement ce que j'ai dit initialement. Le deuxième, c'est d'utiliser Zapier. Zapier, un outil... ou If This Then That, qui est un outil qui dit si ça se passe, alors fais ça. La particularité de Zapier, c'est que c'est très simple à utiliser. Par contre, voilà, il y a parfois des petites fonctionnalités qui manquent, notamment par exemple quand on veut séparer le flux en deux, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire, j'ai envie que quand quelqu'un prend rendez-vous pour un podcast, j'ai aussi envie de lui envoyer un email, aussi envie de faire une certaine chose et puis attendre un petit peu, etc. Et quand on commence à faire des choses un petit peu plus compliquées, on sent qu'on est limité, quoi. C'est, je sais pas, un coureur qui va à un moment donné courir juste avec des chaussures Décathlon. Je dis pas que les chaussures Décathlon c'est pas bien, mais j'imagine qu'il y a des chaussures spécialisées qui vont un peu plus loin. C'est un peu pareil. Tu ouvres un gros débat là, je pense. J'imagine, je cours peu. Mais j'imagine qu'il y a en tout cas des features spécialisées sur lesquelles les gens s'y retrouvent pas. Et c'est pareil pour Make. Il y a un moment donné, on se dit, je sais pas coder, mais je suis quand même limité avec Zapier, donc je vais aller plus loin. Après, attention, ça reste de la programmation visuelle. Donc c'est de la programmation. Donc c'est pas parce qu'on déplace des blocs qu'il n'y a pas une logique algorithmique, qu'il n'y a pas une logique de séquençage, de route. De toute façon, c'est ça. Moi, les seules bases de programmation que j'ai eues doivent dater de... Alors, je suis allé un peu plus loin, un peu plus tard, mais du lycée où, en effet, il y avait du si, alors, sinon, quoi. Donc c'est if this, then else. Et ça, Zapier, c'est très bien faire. Ouais. Par contre, si on veut à un moment donné, je sais pas, faire appel à une autre API qui n'existe pas... faire une boucle, là on va être limité. Et de toute façon, les gens qui vont sur Make commencent à se dire ok, j'ai testé Zapier, je vois les limites, mais j'ai envie d'aller vraiment plus loin, quoi. Et c'est généralement là qu'ils vont sur Make. Donc moi ce que je dirais, c'est que oui, l'écosystème, je pense qu'il monte en compétence sur tout ça. Non, je voulais demander à Antoine, parce que toi, tu es passé par un outil métier parce que t'arrivais pas, c'était pas possible d'automatiser des choses. Moi, j'ai automatisé des choses de moi-même parce qu'il n'y a pas d'outil métier qui répond à mon besoin, pas à ma connaissance.
Est-ce que tu as envie de rester sur cet outil métier ou tu te dis je vais quand même essayer de me réapproprier cette gestion automatique? En fait, c'est une problématique dont on parlait tout à l'heure sur l'outil All-in-One, où en fait, il y a un CRM, mais c'est pas le meilleur. On a choisi de partir sur HubSpot. Il y a toute une partie de prélèvement qu'on a quitté pour passer sur GoCardless. Et donc, en fait, il n'y a plus qu'une dernière brique qui est le planning des équipes et le planning des enfants. Et ça, il y a 1 an, quand on avait essayé de le développer en no-code, on était face à un mur. Vraiment, on n'avait pas les compétences techniques pour y arriver. Mais en fait, depuis, il y a donc, Emeric, notre directeur commercial, qui a énormément progressé sur Make. Alors, il a quand même été pas mal coaché pour monter en compétences. Mais aujourd'hui, il arrive vraiment à faire des choses qui sont, pour nous, à très forte valeur ajoutée. Et donc, je suis assez convaincu qu'on peut arriver à se séparer de cette bloc du planning. La question aujourd'hui pour nous, c'est est-ce qu'on y consacre beaucoup de temps par rapport au nombre de crèches qu'on a? Est-ce qu'on s'y retrouverait financièrement pour quitter l'outil métier? Mais je pense que c'est le futur. Je ne sais pas si c'est dans quelques mois ou quelques années. J'allais poser des questions on pourra aller au-delà aussi de Make et de tous ces outils. Alors tu viens d'en citer un, mais GoCardless, quelle magie aussi. Alors, vous connaissez GoCardless tous à peu près quand nous, par exemple, on a eu des problématiques de locataires dans des bureaux, des bureaux partagés. Quand tu dis, en fait, à un moment, alors c'est aussi une politique commerciale qui va être impactée sur un flux financier. À un moment, on a dit à tout le monde, bon, bah écoutez, c'est 350 € le poste depuis le début, on va passer à 380, sauf ceux qui acceptent d'être prélevés. Parce qu'en fait, on était souvent la variable d'ajustement de certains qui ne pouvaient pas nous payer, etc. Et en fait, quasiment tous ont accepté. Ceux qui n'ont pas accepté étaient ceux qui payaient mal. Et du coup, on leur a dit, bon, bah, salut, au revoir, en fait, au bout de quelques mois, parce que c'était pas possible. Mais c'est vrai que et là, on parle de jours entiers, en fait, de relance et de choses comme ça. Ouais. Et c'est vrai que, alors, on a tous franchi le cap de l'automatisation, finalement, quelque part, ne serait-ce que sur les notes de frais. Enfin, moi, j'ai commencé à bosser dans un monde où la note de frais, fallait limite remplir. Alors, ça devait être un fichier Excel, avoir la facture, la donnée, qu'elle soit visée, qu'on dise oui, non. Enfin, le truc, tu dis, l'ensemble de juste mes notes de frais pouvait prendre 2 jours de travail. Voilà, alors que maintenant, c'est vraiment une question de minutes. Ma question, c'est, est-ce que il y a des endroits où on va trop loin aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des automatisations? Est-ce que vous êtes allé dans des trucs qui sont allés beaucoup, beaucoup trop loin? Et quel est l'état de l'art un peu là-dessus, justement? Le trop loin, moi, je le côtoie quotidiennement, je pense. C'est plus parce que moi, c'est entre guillemets un peu mon métier de voir les limites. Donc il y a un petit peu qu'est-ce qui est de toujours surfer avec ce qui est faisable ou pas. Des choses qui marchent pas. Tu parlais des populations qui font pas le screenshot. Toi, t'en as, par exemple, non? Nous, la problématique principale qu'on a rencontrée, c'est qu'on était face à une population qui n'est pas toujours digital native. On avait encore beaucoup dans des crèches des équipes qui étaient sur le papier. Et quand on leur a mis l'outil métier dans les mains, on s'est dit, ok, tous nos problèmes sont réglés, là, on va être nickel. Et finalement, en fait, on n'avait pas assez formé les équipes à utiliser l'outil, que nous, on pensait hyper intuitif. Il y avait des années d'expérience à faire oublier pour mettre en place le nouveau process. Et ça, c'est un mur qu'on a rencontré assez souvent, qu'on a mis un nouvel outil dans les mains, malgré les efforts qui sont faits par les outils sur l'expérience utilisateur. Et pour nous, ça a été la principale limite, parce que finalement, on se dit qu'on va gagner du temps, et en fait le temps qu'on n'a pas passé à la formation, on le perd, mais au centuple sur les erreurs à corriger. Finalement, avec les machines, on a toujours, à un moment, il y a une interaction quand même, et on sait tous qu'on a fait des erreurs en recopiant des choses, donc vraiment nos efforts aujourd'hui sont sur la formation, et donc on est en train de tout lister. Donc on peut toucher des limites quand on va avec des populations qui sont pas comme tu dis digital native, mais qui sont pas évangélisées sur le sujet. C'est là où on peut aller trop loin, finalement, quand l'humain ne comprend plus la machine, ne comprend plus ce qu'on lui demande de faire. Ouais, être prêt à juste former. Après, les outils sont quand même bien faits. Il y a des réflexes à avoir, et pour nous
Enfin, souvent, un DAF, il passe 3 quarts de sa journée devant son PC, je pense. Donc, vraiment essayer de, de se mettre à la place d'autres gens et essayer de leur expliquer l'intérêt de l'outil, pourquoi on l'a mis, pourquoi c'est mieux que la feuille de papier et pourquoi ça va faire gagner du temps. Et finalement, pourquoi la personne va pouvoir repasser du temps sur les sujets qu'elle maîtrise. Et, Ce que je disais entre les lignes, c'est que toi, ton job, c'est d'aller trop loin, en fait. C'est un peu ça. Ouais. Ouais. Mais après, je pense qu'il y a le trop loin technique et il y a le trop loin qu'est-ce que j'en fais. Je pense que le post LinkedIn, par exemple, c'est trop loin. Quand on veut essayer d'automatiser les conversations et l'interaction humaine, c'est trop loin. Quand on veut essayer de faire les choses, faire croire que c'est pas automatisé alors que c'est automatisé, c'est trop loin. Je pense que Super intéressant. Ouais. le trop loin technique n'existe selon moi pas vraiment parce qu'il y a toujours une solution, en fait, techniquement. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui, mais que tu rêverais de faire dans tes automatisations. Honnêtement, c'est rare. Là, il y a plein d'apprenants avec qui on se met toutes les semaines et on teste les limites. Il y en a, ils font des choses, mais avec la location saisonnière, avec des trucs, mais improbables. Et ils y arrivent. Après, c'est à quel point on veut se donner pour y arriver. Et ça, c'est un autre sujet. C'est est-ce que le temps qu'on met et est-ce que ça vaut le coup? Et c'est pour ça que je cite toujours ce site qui s'appelle CLVC, savautlecoup.fr, qui demande combien de temps ça vous a pris à automatiser, combien de temps ça vous prend par jour, et après ça fait un graphe sur à quel moment vous êtes rentable ou pas. Il y a ce coût-là qui est intéressant de regarder. Après, moi ce que je dis toujours, c'est le coût que vous mettez à faire une automatisation qui ne marche pas, c'est compounding effect, quoi. C'est-à-dire que y en a une plus tard que vous arriverez à faire. T'as automatisé la gestion de tes potes aussi? Je n'ai plus de potes. T'as réglé le problème, quoi. Non, il y a un truc que j'ai fait sur lequel Fabrice je suis très Granda mauvais. avait fait un truc comme ça que j'ai reçu sur le podcast avec ses dates. Il y avait une forme d'automatisation de dates qui était assez obscure. Avec les dispos et tout. Un calendrier. Non, moi je dis la partie humaine, j'aime pas trop. J'ai beaucoup fait ça à l'époque, notamment quand il y avait peu d'API, etc. Mais la partie humaine, c'est délicat. Parce qu'il y a un truc de si je t'envoie un DM qui est généré et que je te fais croire que c'est vrai, alors que juste avant on s'est parlé, ça tue le truc, quoi. Donc, c'est vrai, les emails automatiques, notamment, même quand ils sont bien faits, souvent quand tu sais qu'ils sont automatiques, notamment, tu n'as pas vraiment envie d'y répondre. Parce qu'il y a un biais psychologique, je pense, nous on en a certains, d'emails automatiques au bureau qui nous demandent certaines choses. Et en fait, tu te dis, bon, ça va, je le reçois toutes les semaines ou tous les jours, en fait, à un moment, ça va. Et il y a, je pense, nous on est allé un peu trop loin aussi. Alors, on a fait un podcast qui s'appelle Bonsaï. Il est en ligne, hein, vous pouvez le trouver. Et en fait, les sujets ont été choisis par une IA. Le texte a été rédigé par une IA. Le texte a été lu par une voix artificielle, synthétique. Voilà. Et en effet, alors bon, c'est pas encore. C'est intéressant en fait, comme exercice de le pousser jusqu'au bout. Après, moi, typiquement, ça m'enlèverait quand même un gros kiff, quoi, je veux dire, de passer ce moment. Et puis bon, d'une IA, une interview entre deux IA, ça pourrait être drôle, mais ouais, je suis pas prêt, je crois encore. Mais... t'as pas vu sur YouTube où il y a Joe Rogan qui interviewe quelqu'un d'autre et c'est la tête de Joe Rogan, la voix de Joe Rogan qui est en train d'interviewer une autre personne et c'est une interview fake avec des sujets. Je crois qu'il l'avait fait aussi avec Steve Jobs. Mais ouais. Non, c'est le trop loin pour moi. Selon moi, il est quand tu interagis avec des gens. C'est là où ça devient compliqué. Non, on n'a pas parlé non plus de la documentation. Je pense que c'est assez important parce que quand on code, souvent on documente son code. Et d'ailleurs, il y a des super IA qui permettent maintenant d'auto-documenter le code. Il n'existe pas encore d'IA qui documente des apps, par exemple. Et c'est vrai que quand on est dans une logique de transmission, de passation, ou même si on revend sa boîte et qu'on doit faire une passation sur tel ou tel process, ça peut être très fastidieux de revenir sur chacun de ces apps et de les écrire. Voilà, ce zap il fait ci, il fait ça. Il faut le faire vraiment au fil de l'eau et expliquer vraiment comment ça fonctionne, quel outil fait quoi et avec quel compte on s'est connecté. Voilà. On avait le tour des outils. Ouais, il y en a tellement, mais on a dit les principaux, je pense. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez des questions ou peut-être même des questions des cas concrets d'ailleurs, hein, voilà, avec Dr Chouban, ouais. Je ne sais pas si on donne un micro ou pas. C'est plus pour la vidéo en fait, je pense. Concernant les outils, on a parlé beaucoup de Zapier, de Make, etc.
Mais dans le monde de l'entreprise, il y a quand même Microsoft qui est vraiment en place, avec notamment du coup dans son investissement dans OpenAI. Qu'est-ce que vous en pensez pour des cas spécifiques, bien sûr que le marché est tellement vaste que ça devient compliqué, mais le positionnement de Microsoft, moi je le trouve assez cohérent. Les API qui existent entre le même écosystème est super cohérent aussi. Est-ce que peut-être dans ton entreprise tu l'utilises ou pas, des outils Microsoft, que ce soit de CRM ou autre par exemple? Tu m'as dit HubSpot, je crois. Ouais, on est sur HubSpot en Tu CRM. bosses chez Microsoft ou pas du tout? J'y suis passé. Ah, ok. J'y suis passé. T'es un Microsoft lover. Non, mais. Non, mais je trouve que c'est cohérent en vrai. Ouais, ok. J'essaie d'en sortir, mais je trouve ça On a cohérent. une personne de Microsoft là ce soir qui, je sais pas. Voilà. En fait, pour te dire, je suis le seul au bureau qui a un PC. Tout le monde est sur Mac et je tenais à avoir mon Excel avec les raccourcis clavier. Mais voilà, ça Directeur c'est financier, quoi. c'est- Vraiment là, dans toute sa splendeur. voilà, il y a 4 ans de conseils avant Tom et Josette. Mais j'avais besoin de cet outil Excel vraiment pour tout ce qui est modélisation, budget, business plan. Par contre, dès que je dois travailler en collaboration avec les autres personnes de la boîte, je passe sur Google Workspace. Donc c'est pas des Excel très compliqués, mais au moins on peut se partager les infos, on peut travailler ensemble. Et je trouve qu'ensuite la valeur ajoutée sur Word, PowerPoint, je maîtrise pas ces outils, donc je pense que Google me suffit amplement. Moi, je dirais juste au-delà du fait que je pense sincèrement que Microsoft est une entreprise remarquable qui a su évoluer de manière hallucinante et suivre. Et alors l'investissement d'OpenAI, mais aussi dans LinkedIn, hein, quand même. Il ne faut pas oublier que LinkedIn appartient à Microsoft. Et c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est vrai que je sais pas moi, l'usage de Teams pour les visios me sort par les trous, mais j'arrive pas à me connecter à un Teams quasiment. Enfin, jamais, je sais pas, c'est parce qu'on l'utilise moins mais que d'autres. Tu vois, le fait de vouloir remplacer Slack, enfin, il y a des limites en fait à vouloir tout utiliser en effet dans Microsoft, je pense. Cela dit, Non, mais Zapier peut dialoguer avec la plupart des outils Microsoft. Hein, donc, si C'est- c'est et plus c'est- branché ouais. Excel, il n'y a pas de sujet. mais ça a été longtemps le sujet, c'est que Microsoft était un écosystème très fermé, quoi. Juste le .NET en était le meilleur exemple hein, pour les langages informatiques, mais sur lesquels il fallait avoir des serveurs Microsoft avec des licences très chères, etc. Et ça s'est énormément ouvert. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Je sais pas si... Moi, j'avais plus ou moins, on va dire, le même avis sur ça, sur fermer, tout ça. Du coup, j'étais réticent à aller checker les outils Microsoft. Notamment, on peut citer Loop, Microsoft Loop récent. Et puis, l'annonce, pour ceux qui ont suivi, de Copilot, qui est la nouvelle IA. Et puis, à côté, avec... Explique Copilot. Alors, pardon. Copilot, en gros, bon, c'est la guerre avec tous les géants en ce moment au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a Google qui a Bard, il y a donc Microsoft qui a OpenAI, etc. Et Microsoft, dans tous les outils Excel, Word, etc., a fait une annonce sur une intelligence artificielle qui est dedans. Et donc, on va pouvoir ce petit truc de j'ai mes transactions et calcule-moi les trucs récurrents, ça va être implémenté dans Excel. Il y a Google Sheet qui a fait pareil. Mais aujourd'hui, il y a un avantage compétitif sur Microsoft qui est en fait Bing, c'est sérieux quoi. En fait, je sais pas si certains ont utilisé Bing. Tu vas sur et j'aurais jamais pensé un jour dire ça de ma vie, mais Il y a 3 mois. voilà. Mais c'est incroyable. Alors, est-ce que je suis encore sur le navigateur Arc? Oui, mais aujourd'hui j'ai un onglet Bing et sur lequel quand j'ai besoin de faire un résumé d'une page, je vais dessus et je pose des questions quoi. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance de navigateur qui d'ailleurs Google Chrome est passé à côté, qui est avoir une intelligence artificielle directement embed dans son navigateur, et c'est en train de changer la manière de naviguer. On ne posera plus les questions sur Google, mais on posera les questions sur une IA, ça tout le monde le sait et c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'on le fait déjà sur un navigateur Chrome? Pas encore, par contre on le fait sur Brave, on le fait sur Edge, on le fait sur plein d'autres navigateurs, mais pas sur Chrome. Donc moi, j'ai moins l'avis sur Microsoft qui était fermé, ils peuvent tuer le game demain, quoi. C'est grave. C'est bien, c'est grave bien. C'est ça que je veux dire. D'autres questions peut-être? Ouais. Je vois qu'il y en a un autre micro sinon. Ouais. Merci.
Moi, c'est pour rebondir un peu sur ce côté-là, parce que effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont aussi sous Teams et donc sous tout l'écosystème Microsoft. Comment vous feriez pour réussir à justement mettre dans des entreprises où il n'y aurait pas encore ces automatisations Ça, C'est terminé, bonsoir, merci. Ça, C'était c'est vraiment une sympathique. automatisation, Allez, ça. C'est une automatisation, ça. Comment vous feriez pour justement commencer à mettre les pieds dedans et convaincre les équipes à les utiliser? Et je rebondis parce que ça me semble intéressant, parce que justement Microsoft a tout Automate et les Power Apps, et c'est un bon moyen de mettre les pieds dedans, de commencer, même si ça c'est pas la finalité, pour montrer les capacités. Mais comment on peut aller plus loin pour convaincre les équipes? Vas-y, je t'en prie. Nous, on a notre, du coup, Émeric, le directeur commercial qui est fan de Make. En fait, lui, dès qu'il nous voit, par exemple, toutes les semaines faire la même tâche qui a l'air insignifiante, mais on y passe du temps, ça le rend fou. Et donc, en fait, il se pose à côté de nous, il fait « Comment je peux t'aider ? Je vais t'aider à créer ton Make. » Et la plus-value, elle est là. Et direct, on se dit « Ok, là, en face de moi, j'ai un outil qui va pouvoir m'aider sur toutes ces tâches répétitives à faible valeur ajoutée. » Et il a converti 90% de la boîte à juste essayer Make et à même des scénarios de tâches qui, par exemple, juste envoyer un mail automatiquement tous les mois, mais ça prend du temps. Et c'est comme ça qu'il a prouvé l'utilité de l'automatisation. Non, je voulais dire, peut-être pour rebondir, répondre partiellement à ta question, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de mettre ces choses en place quand tu es au début de ton projet entrepreneurial, au lancement de ta boîte. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Dans une boîte, comme on les a peut-être tous connus là, de 1600, 1800 personnes, bon, c'est sûr que c'est plus complexe, quoi. Tu viens bouleverser le quotidien de toutes les équipes, de tous les métiers. C'est un autre enjeu. Donc, je suis même pas sûr que ce soit possible. De temps en temps, en fait, tu dois aussi convaincre les personnes en charge que, en fait, transférer ta pièce jointe à ce truc fois 1600 personnes, en fait, c'est un délire, quoi. C'est-à-dire que, et c'est aussi là, je pense, c'est pas forcément top-down, ça peut être bottom-up, mais je crois que l'idée de ce que tu dis dans le fond, c'est aussi de se dire quand on reçoit beaucoup d'emails et de messages, etc., et à un moment, on se dit, en fait, le dernier truc que j'ai envie d'ouvrir, c'est celui où je dois faire telle action et faire telle ou telle chose. Moi, j'en ai reçu un tout à l'heure, tu vois, parce qu'on reparlait de cette automatisation de juste forwarder la pièce jointe, et je reçois ma facture Orange tout à l'heure. Orange, que j'ai une boîte que j'aime beaucoup également, mais la facture, il faut cliquer sur un lien pour aller la chercher sur l'interface. Et là, je me dis, mais fuck, quoi, tu vois. Ça marche pas. Et donc, en effet, on se dit, attends, le temps, les 4 secondes, mais c'est pas 4 secondes, en fait, c'est toujours une petite minute, quoi. Et puis l'attention que ça te prend, l'action dans laquelle ça te coupe, c'est vraiment terrible. Donc, je crois que c'est vraiment l'idée de dire, je vais vous aider à faire un truc beaucoup plus cool, quoi. Chez les comptables, on l'a vu, quand même, jusqu'à il y a 7, 8, 10 ans, ils avaient toute une partie de leurs équipes qui était là pour faire de la saisie, quoi. Mais c'est une aliénation impossible, faire de la saisie, quoi. Juste que recopier des choses, des factures, des choses pour les remettre, c'est délirant. Enfin, je veux dire, quand on a peur de l'automatisation, on a peur des intelligences artificielles, dans la plupart des cas, c'est quand même vraiment, je pense qu'on se conforte dans des métiers ou dans un certain nombre de choses qui sont quand même pas forcément très épanouissants, souvent. Tiens, et pour compléter, il y a une anecdote qui me revient. J'ai été DG de 01net.com, donc je gérais une bande de geeks quand même, j'en étais très content. Et on avait un outil métier chez Altis pour automatiser des tweets en fait, à partir des articles. Et donc il y avait quand même bfmtv.com, bfmbusiness.com, des gros sites médias, donc des gros besoins. Et on devait automatiser tel article à H plus 2 heures, il doit se retrouver sur Twitter. Et on avait trouvé un outil, enfin la direction digitale avait trouvé un outil qui coûtait plus de 12 000 euros par an. Voilà. Bon, ça faisait plein de choses, c'était censé optimiser les heures de publication en fonction des heures d'affluence sur Twitter, etc. Et je dis, mais quand moi j'avais une cote-part de cet outil dans mon PNL, je dis, mais hors de question que je paye ce prix-là. Et donc avec Zapier, plus Buffer, je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Buffer, ça permet de prendre plein d'items et de les délivrer à échéance, à la fréquence que vous décidez vous-même. J'ai créé la même chose que cet outil à 12 000 euros pour 600 balles par an. Et donc je vais, comme tous ces grands groupes, en comité d'engagement de dépenses pour aller demander ma dépense à 600 euros. Et il me dit, mais t'es sûr que ça fait la même chose ? Bah oui.
mais pourquoi ça coûte 12 000 euros ? Je me suis posé la même question, en fait. Et juste pour te dire que conduire ce changement, c'est aussi expliquer le gain financier que tu peux y trouver. Parce que souvent, et dans ce cas, le directeur financier est ton ami aussi. Et là, je peux te dire que dans l'heure, le DAF a envoyé un mail au product owner du digital en disant mais hors de question qu'on renouvelle cet outil, on va passer par... comment ça s'appelle encore ? Zapier, c'est ça, voilà. Et ça va nous faire économiser de l'argent. Et là, je peux te dire que tout le monde a adopté l'outil. Avant d'aller boire un verre, on va prendre 2 questions. Et puis, il y en a 3. Allez. Bonjour. Un des sujets qu'on a, nous, quand on développe des routines ou des automatisations, c'est tout ce qui est source control et donc la capacité à suivre les changements dans les développements, etc. Et moi, mes geeks, à chaque fois que je dis je vais utiliser Microsoft pour faire un truc, ils me disent « Ah oui, mais en termes de source control, c'est l'horreur. » Et donc, il va falloir qu'on développe des trucs pas possibles pour suivre comment on fait évoluer, qu'est-ce qu'on a fait comme changement, etc. Dans les outils dont vous parlez, Zapier, Make, etc., est-ce que tout ça c'est intégré ? Est-ce que c'est facile de suivre ou est-ce que c'est facile de suivre au début parce qu'on sait ce qu'on a fait et après c'est noyé, on ne sait plus qui a fait quel changement, etc. On parle juste, il faut expliquer un source control, on parle notamment de versionning. De versionning, donc une version d'une API ou de quelque chose qui fait que, tiens, ça a changé, tout d'un coup, tout s'effondre parce qu'il y a un maillon de la chaîne qui a été brisé, c'est ça, hein. Zapier, dès que vous éditez un Zap, et que vous faites une modification, c'est une version différente. On peut retrouver l'historique des versions, on peut même revenir à une version précédente s'il y a quelque chose qui se passe mal, mais peut-être Shubham, toi, tu maîtrises encore mieux ce sujet. C'est vrai que dans le monde du no-code, c'est un vrai sujet parce que le monde du code est assez vieux et du coup, on sait que c'est important de versionner, c'est important de documenter et c'est important de faire des sauvegardes. Là où le monde du no-code, vu qu'il y a plus de population qui arrive dedans, c'est un peu n'importe quoi pour le moment. Sur Zapier, il y a ça. Sur Make, c'est pas natif. Il faut utiliser une autre extension qui s'appelle NC-Scale, dans laquelle, en fait, on peut... à chaque modification, faire un petit save ou un petit commit, comme l'appellent les développeurs. Et donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il y a une image qui a été prise de l'automatisation et on a plein de possibilités de la documenter, etc. Le monde du no-code commence à se professionnaliser, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des outils sérieux et notamment tous les Microsoft, etc. s'y mettent. Donc, on commence à avoir des bonnes pratiques, chose qu'on a depuis très longtemps et sur lesquelles il y a des débats monstrueux chez les développeurs, mais ça commence à venir dans le monde du no-code. C'est encore assez jeune, mais il y a des choses comme NC-Scale, par exemple. Merci. Bonsoir. Moi, ma question, en fait, avec tous ces outils d'automatisation, donc j'imagine ça génère beaucoup de données dans ces outils-là. Est-ce que vous utilisez aussi, on va dire, pour construire des dashboards derrière, pour avoir une vision un peu plus globale? Très bonne question. Ouais. J'aurais voulu la poser. Merci. Donc il y a des boîtes comme Tableau, il y avait Beam Analytics, il y avait pas mal de choses et en effet, nous on n'en utilise pas assez, je le regrette. Mais je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Nous, on travaille actuellement, du coup, on s'est rendu compte de toute la donnée qu'on pouvait avoir grâce à tous les outils qu'on a. Et actuellement, on part sur un développement d'un dashboard sur Power BI. Donc, retour sur Microsoft. Je suis parti sur ça parce que c'est celui où je connais un peu mieux l'outil et il est intégré à la suite que j'ai. Donc, pour le coup, là, je n'ai pas fait de benchmark avec les autres. Mais l'idée, c'est ça. En fait, grâce à l'automatisation, on a une opportunité de récolter les KPI qu'on veut. Et grâce au dashboard, grâce à des belles bases de données, on peut vraiment sortir tout de suite des reportings. Nous, l'objectif, c'est juste de sortir le compte de résultat d'une crèche, le taux d'occupation, les contrats B2B. Et on sait qu'on pourra facilement le faire. On a Pennylane, par exemple, qui est directement connecté via Amazon Redshift sur Power BI, donc en fait on a les informations en instantané. Parce que le sujet de fond, c'est que quand même les données, on peut les manipuler, etc. Mais à un moment, quand on les voit, nous on le voit bien sur notamment les audiences de podcasts, etc. Il y a des choses qu'on voit dans les chiffres, mais quand tu le vois visuellement, il y a des anomalies ou des exceptions que qui vont tout de suite te frapper. Hein. Ouais. C'est comme un tableau de bord de voiture, quoi. Il y a un moment donné, on accélère et si on regarde pas trop le compteur, on se rend compte qu'on est à 150. Et c'est un peu... je pense que dans un business, on n'a pas encore l'habitude, je trouve, parce qu'on n'est pas assez, en tout cas en France ou dans le monde entrepreneurial français, assez data-driven, parce que c'est un monde qui vient du monde des geeks, justement.
Et du coup, je trouve que les outils qui existent sont encore très nichés. Et c'est pour ça qu'on ne les connaît pas forcément et qu'on connaît Power BI, qu'on connaît certains outils comme ça. Moi, j'en aurais 3-4 que j'encouragerais en tout cas les gens ici à les tester. La particularité de ces 3-4 outils, c'est qu'en fait, ils donnent dans un premier temps des suggestions de KPI. Donc Key Performance Indicator. Donc regardez quels sont les éléments à aller regarder dans une boîte. Donc si on est un média, si on est une agence ou si on est un SaaS B2B. Le premier, c'est Databox, qui arrive à se connecter et à aller scraper des données avec des Google Analytics, des Facebook, etc., des YouTube, pour aller prendre l'info. On peut aussi balancer des infos à Databox depuis Make, etc. Donc, il peut aussi aller chercher chez du Excel et du Google Sheet, donc Databox. Il y a Clipfolio qui permet de faire des dashboards incroyables qu'on peut afficher sur des télés un peu partout. Et on peut vraiment customiser ça à la virgule près, et moi je suis un gros fan de Clipfolio parce qu'il n'est pas très cher aussi. Et le troisième, c'est Geckoboard, qui est dans la même mouvance que Clipfolio. Et puis si vous voulez aller vraiment loin et si vous travaillez dans des infrastructures dans lesquelles vous avez des bases de données, il a parlé de Redshift, il y a des gens qui ont peut-être du MySQL, des trucs qui traînent sur lesquels vous, en tant que DAF, vous avez besoin d'avoir le contrôle, combien il y a eu d'users, combien il y a eu de gens payants, etc. Il y a Metabase, je sais qu'on l'utilisait avant chez Conto et qui est vraiment très très bien parce que là aussi, il y a des templates qui sont là. Et les templates, c'est mine de rien pas mal quand on ne sait pas quoi regarder. Sachant qu'il y a les templates, et moi, il y a un truc dont je rêve, c'est aussi souvent le setup de ces Power BI, etc. En fait, les branchements, moi, je rêve, et je pense que là aussi, on ne doit pas en être très loin, vu ce que tu disais tout à l'heure, mais dans un endroit où tu dis, tiens, voilà mon data lake, voilà toutes mes données, balance-moi des tableaux, quoi. Et ça, je pense que c'est pareil, ça va arriver assez vite. Ouais, Databox le fait assez bien. Databox demande, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes sources? Ok, viens, on fait de la magie, quoi. Ok. Dernière question. Bonsoir à tous les quatre et merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une petite question sur l'éducation de ces outils. Donc je te regarde, Shubham, plutôt là, pour cette question. Il existe des vidéos, du contenu YouTube dont tu produis. Il y a aussi la possibilité de mettre la main directement dans les outils et d'apprendre par soi-même, ou la possibilité d'aller sur des formations, des bootcamps. Est-ce que tu as un conseil justement pour monter en compétence sur ces outils, en sachant qu'il y a toujours cette gestion du temps qui rentre en compte? Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Alors que je fais de la formation et que je vends de la formation et que je fais du coaching, etc. Pour moi, le contenu, c'est une commodité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a du contenu de partout, on peut tout trouver en ligne. Donc, celui qui vous vend que dans une formation, il y a quelque chose qui n'est pas dehors, il vous ment. Aujourd'hui. Et je sais que ça plaît pas à plein de gens, mais la réalité, c'est que le contenu, il est là. Mais vous avez du temps. Maintenant, est-ce que vous préférez faire le chemin, en gros, reverse engineer un peu, regarder les choses par vous-même, aller ouvrir un bouquin à la page 67 et vous dire « Ah ok, il s'appelait John et il était à côté d'un lac, et 127, pourquoi il est mort ?» En fait, c'est ce genre de truc quand on veut regarder des vidéos YouTube les unes à côté des autres. Et c'est très bien. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça jusqu'à un moment. En fait, je me dis, ok, j'ai besoin d'un truc structuré. Ça, c'est la première étape, prendre un truc structuré. Et le problème avec ça, c'est que une formation à la Netflix, à quel moment, en fait, tu vas être bloqué parce que tu vas bloquer. Et donc, avoir à un moment donné un accès soit à quelqu'un qui peut régler ton problème, donc avoir un live avec cette personne, avoir un forum ou quoi que ce soit. Et troisième élément, si tu peux, c'est d'avoir du coaching, et c'est encore mieux. Donc, ça va dépendre du temps que tu as et du budget que tu as. Moi, je suis alors dans une manière plus holistique, pas que sur ces sujets-là, mais je suis à la fois d'accord avec toi et à la fois pas d'accord. Je suis d'accord sur le fond, qui est de dire tout ce qui est dans la formation, tu le trouves ailleurs, mais il y a le comment de la formation. Et des formations bien faites, tu le disais un peu, mais typiquement, nous, on essaye de travailler une formation avec l'EDEC sur l'entrepreneuriat. L'objectif est de réconcilier ce que font les créateurs de contenu qui sont souvent des formations intéressantes, mais plutôt inspirantes et pas forcément académiques. Et l'académique, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et les MOOC aussi, où en fait, souvent, tu vas avoir des choses très très courtes sur lesquelles tu vas avoir une intro, un cœur et une conclusion avec potentiellement des exercices et des fiches récapitulatives. Quand vous avez fait des MOOC, ou surtout les masterclass, parce que là, on passe sur l'étape d'après des MOOC, certaines masterclass, en fait, moi, j'ai reçu récemment pour
l'anecdote, je ne sais pas si on va le sortir d'ailleurs, on en a parlé, on en reparlera, mais j'ai reçu un jeune homme qui s'envoyait des masterclass, mais à gogo, qui a un drop-out d'une école de lettres, dont j'ai oublié, qui n'est pas Sciences Po, mais qui est l'autre, le CELSA. Et il a lâché le CELSA, et depuis, il se fait des masterclass, mais il les enchaîne sur le copywriting, sur plein de choses, il les paye, il y en a qui lui coûtent 300 €, il y en a qui lui coûtent 2000 €. En fait, il me dit, mais je gagne un temps monstrueux. Et je pense que ça, c'est potentiellement adapté aussi à certaines personnes. Moi, j'ai une tendance à geeker, on a des coureurs. Tu fais des formations de running, toi, tu en vends ou pas? Non. Typiquement, moi là-dessus, j'ai passé, et c'est ok d'ailleurs, je vis en paix avec ça, mais j'ai passé des années à juste courir 10 bornes, 12 bornes, 15 bornes, puis un jour on m'a parlé de fractionner, je dis ouais, c'est quoi ça? Et puis en fait, ça semble le béaba, mais en fait, il y a 10 ans, 15 ans, c'était pas si courant, et il fallait lire des livres ou c'était d'autres choses, et aujourd'hui, tu peux aller plus vite, plus loin, plus fort, ça dépend de tes objectifs aussi. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que peut-être que je me suis mal exprimé tout à l'heure, quand je voulais dire cette histoire de bouquin. En fait, quand on ouvre le bouquin à la page 67, on a de la tactique, on a peu de stratégie en fait, parce qu'on n'a pas une vision, comme tu disais, holistique. Je pense que quand tu vas dans un bootcamp, après il faut bien choisir, il faut regarder surtout si le formateur te plaît, regarder qui forme, parce que suivant si la personne bégaye ou parle bien ou a un charisme ou a pas du tout de charisme, ça va peut-être te plaire ou pas. Mais je pense que quand tu veux faire quelque chose, avoir la stratégie de ce que tu veux faire plutôt que juste la tactique, ce qui est souvent montré sur YouTube. Moi, sur YouTube, je présente beaucoup de tactiques, je présente un peu de stratégie. En revanche, sur mes formations, je parle de stratégie. On prend une vision un peu plus high level. Donc, est-ce qu'il faut faire un bootcamp si tu as peu de temps et tu veux être intense? Est-ce qu'il faut faire une formation si tu veux qu'on te donne la marche à suivre, la stratégie? Est-ce que tu veux juste geeker sur YouTube? Tu as du temps. T'as pas forcément beaucoup d'argent, mais tu as du temps et tu es au taquet et tu peux aussi y arriver, mais ça te prendra évidemment beaucoup plus de temps. Et après, il y a certains univers sur lesquels tu n'as pas trop le choix parce que c'est tellement niche que de toute façon, tu es obligé d'aller geeker. Ton histoire de studio, il n'y avait pas de formation pour faire un studio aussi geek. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais il y a un truc qui m'a... Moi, en tout cas, moi, j'achète à peu près, pour vous donner une idée, j'achète à peu près 500 € de formation, voire 1000 € de formation par mois, parce que je kiffe me former sur plein de trucs, sur des trucs totalement random et tout. Mais il y a un petit hack que j'ai découvert là depuis quelques mois, c'est d'aller voir le formateur et de payer 3 fois plus cher pour me faire coacher une fois que j'ai vu la formation. Et là, il y a une courbe de croissance qui est incroyable parce qu'on peut se faire, à ce moment-là, dire « Ok, là tu le fais mal, là tu le fais mal, là tu le fais mal », et ça change totalement le game. Et pourquoi pas dès le début, en fait. Très bien. Je crois qu'il va y avoir plein de sujets sur lesquels on va pouvoir se faire. C'était super complet, merci. Merci. On va boire une bière, je crois que c'est juste à côté. Si vous avez besoin de vous faire former, en tout cas, ou de conseils, vous pouvez aller voir Shubham. Surtout, abonnez-vous à sur YouTube, principalement. Ouais, premier lieu, si vous avez des parents ou des enfants à loger quelque part. Voilà, Tom et Josette, on te suit sur LinkedIn aussi. On mettra tous les liens ailleurs. Si vous voulez écouter des podcasts ou encore mieux sponsoriser des podcasts, allez voir Christopher chez Orso Média. Et puis voilà, abonnez-vous à tout. Et puis venez nous parler tout de suite, on sera ravis d'échanger. Et merci à toi Mathieu et ainsi qu'à toute l'équipe d'avoir organisé ça. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et je le redis, mais merci à Conto pour tout ça, de nous donner la chance de faire ça chez eux. Et puis voilà, on est très contents et je crois qu'on a pu vous prouver notre amour pour Conto une fois de plus. Salut. À tout de suite.